Devenir investisseur en bourse en Belgique n'est vraiment pas une mince affaire, mais c'est une aventure formidable. Une aventure qui aurait pu être beaucoup plus formidable pour moi si j'avais vu cette vidéo, mais évidemment elle n'existait pas, et que j'avais su les 12 choses que j'aimerais te dévoiler aujourd'hui. Je m'adresse en fait presque à moi-même dans cette vidéo il y a 6 ans ou 7 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, notamment en bourse, et j'aurais voulu pouvoir me voir et me dévoiler ces choses-là. Tu vas me dire, attention, en Belgique, le monde de l'investissement est particulier, d'accord? Tout ce que tu vois sur les réseaux en France, etc., à l'étranger ou aux États-Unis, encore pire, c'est pas du tout la même chose chez nous. On a notre culture de l'investissement, on a notre culture de l'épargne, on a notre culture de l'immobilier, on a notre manière de dépenser, on a des prix, des salaires, des choses qui sont différentes et tout ne s'adapte pas comme ça à ton système belge. Alors que moi j'ai fait cette erreur de me dire bah oui, en fait quand je vois des vidéos, quand j'entends des trucs à la télévision, quand je suis des films, etc., tout s'adapte, bah oui, c'est pour tout le monde. Mais non, c'est pas pour tout le monde. Chaque pays a des spécificités. Et avant de te dévoiler ces 12 éléments essentiels, je dois toujours faire un petit disclaimer. Je ne suis pas conseiller financier, aucun conseil, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit, aucun conseil fiscal non plus, puisqu'on va parler un petit peu des impôts, je ne suis pas un fiscaliste. Je t'encourage toujours à faire tes propres recherches, c'est essentiel puisque une vidéo YouTube, ça reste vulgarisé, ça reste résumé, je ne vais pas parler de tout, je suis parfois un peu grossier dans mes analyses, donc c'est important. Et n'oublie jamais qu'investir comporte des risques de perte en capital. On est parti pour le premier point. Première chose que j'aurais vraiment voulu savoir, c'est que la bourse ne ressemble pas aux beaux graphiques qu'on te vend partout sur les réseaux sociaux. Je voyais des belles courbes, plus 30%, plus 50%, machin, ils ont gagné de l'argent. C'est normal, on te montre ça, on te montre la réussite. Si on veut te faire découvrir une discipline, je sais pas moi, le foot, on va te montrer des coups francs formidables, on va te montrer des lucarnes, des goals et des passes incroyables. On va pas te montrer des mecs qui se cassent la figure et qui ratent 50 000 fois, tu vois. Et d'ailleurs, ça m'a frappé, on parle de football, certains joueurs qui étaient bons, qui font des coups francs formidables et qui finalement, au-delà des belles images, quand tu regardes les stats, ils ont un taux d'échec qui est phénoménal, tu vois. Le mec, en fait, il n'en met jamais un de coup franc. C'est juste qu'il y a certaines images, oui, où il a fait des trucs qui étaient incroyables. Bref, naïvement, je pensais, quand je voyais ces beaux graphiques, c'est plus 30%, c'est plus 50%, que j'allais acheter 2-3 actions ou un ETF et que ça allait prendre 50% en 3 semaines et que ça allait être incroyable. Eh bien non, quand j'ai acheté, je me suis rendu compte que brutalement, il y a certaines chutes qui arrivent, certaines montées, mais rien à voir avec le joli graphique de présentation que j'avais vu. J'aurais voulu qu'on me dise, la volatilité c'est normal, d'accord? Il y en a toujours en investissement. C'est pas parce que ça baisse qu'il faut tout quitter dans la bourse, qu'il faut vendre à perte et fuir. C'est pas parce que ça monte qu'il faut tout vendre et se dire, oh, je sécurise tout mon argent. Il y a des secousses au jour le jour et il faut les vivre et il faut savoir passer à travers. Ça dépend du profil. Certains prennent plus de risques que d'autres, sont plus à l'aise que d'autres. C'est pas le but de cette vidéo, mais il y a différents profils et différentes manières de réagir à ça et c'est important de se poser ces questions avant d'y aller et il faut comprendre les règles du jeu et savoir que ça va arriver, qu'on va prendre des coups et qu'on va avoir des erreurs, qu'on va avoir des moments de doute et des moments difficiles. Numéro 2, deuxième chose que j'aurais voulu me dire il y a 6 ans, la discipline est plus importante que l'intelligence et les compétences. La discipline financière, le fait qu'il faut être sûr de ton coup, qu'il faut être carré et qu'il faut être, discipliné en fait. Dans le sens où moi je pensais que c'était le meilleur en bourse, le gars qui était le plus fort, qui avait les meilleurs trucs, tu vois, en mode Loot Wall Street et tout ça, que c'était lui qui allait gagner le plus. Alors que pas forcément. Oui, évidemment qu'un professionnel, etc., je suppose, j'espère qu'il gagne plus que moi, évidemment. Mais moi, je venais de sortir de l'université, je venais d'apprendre certains trucs sur la finance, etc. J'avais jamais entendu parler par contre des ETF, alors que ça existait déjà, ou de la gestion passive, non. Mais on m'expliquait comment être un bon banquier. Mais bref, en réalité, ce qui fait la différence, c'est pas les compétences et tout ça, c'est la discipline. C'est la capacité d'être régulier, la capacité de suivre un cap. C'est presque du développement personnel en fait. C'est la capacité de surpasser l'excitation à certains moments, de surpasser le doute et d'être capable de continuer correctement. Troisième chose que j'aurais voulu me dire, c'est ton argent va être bloqué longtemps. Je l'avais en tête, je savais que mon argent serait bloqué longtemps. Évidemment, ça dépend du profil. Il y a des gens, ils font du trading, ils achètent, ils revendent tous les jours. C'est pas mon cas. Je suis investisseur en bon père de famille. J'investis de l'épargne durement gagnée sur le long terme pour des projets futurs, pour mes enfants, ce genre de choses. Et évidemment que du coup, je suis pas neutre quand je parle dans mes vidéos. Ça, c'est logique. Mais en tant qu'investisseur à long terme, j'avais pas idée forcément que le long terme, ça pouvait être très 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 long. Dans le sens où dans les graphiques récents, tout ce qu'on te montre sur les réseaux sociaux, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, tu te dis « Ah ouais, regarde ça, des x3 sur 5 ans, etc. Incroyable ». Mais on connaît en bourse une décennie ici qui est folle. La décennie précédente, j'y étais pas, mais je peux la voir sur les graphiques,
elle n'était pas pareille. On parle parfois de la décennie perdue, du fait qu'il y a des moments où il ne s'est rien passé. Ça dépend sur quels investissements, ça dépend de plein de choses, hein, évidemment. Mais il y a des moments où, non, sur 10 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Et c'est possible, évidemment, et ce serait normal presque, puisque l'économie et la bourse sont cycliques, que ça revienne. Donc il faut être prêt à acheter un truc à 1000 balles et se dire que sur 10 ans, ça vaudra peut-être 1050 euros, tu vois, ou 950. Il faut être prêt à encaisser ça et à vivre avec et se dire, punaise, j'ai investi, et sur 10 ans, ça n'a pas rapporté. Et après 10 ans, ça pourrait faire x2, x3 sur 5 ans. Et donc sur 15 ans, on a un rendement qui est vachement intéressant, tu vois. Surtout si on a capitalisé et on a continué sur cette période de traversée du désert où l'investissement n'a pas trop fonctionné. Donc, encore une fois, c'est important, aucun conseil, aucun rendement garanti en bourse, vous le savez, mais c'est le genre de choses que moi j'aurais voulu avoir en tête. Quatrième chose, ici on est vraiment pur sur l'investisseur belge. En fait, pour investir en Belgique, il faut un petit peu être fiscaliste. Pourquoi? Parce qu'en France, tu vas souvent voir sur les réseaux sociaux et entendre parler du PEA. Un débutant français va souvent ouvrir un PEA, plan d'épargne en action, qui est une enveloppe fiscale spéciale avec un maximum de versement, je pense, de 150 000 euros. Donc pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même la base, n'est-ce pas? Et apparemment, ils ont des avantages fiscaux, etc. Et des règles assez simples, assez carrées. Tant qu'ils restent dans ce truc-là, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est assez simple finalement. Tandis qu'en Belgique, il n'y a pas ça. Il n'y a aucun système ou véhicule comme ça. On est tous logés à la même enseigne. Le trader, l'investisseur long terme, le professionnel de la finance sont tous sur un compte titre ordinaire et classique. Et donc, on a une complexité qui est quand même réelle et on est tous soumis notamment à la TOB, taxe sur les opérations boursières, qui est due à chaque achat, chaque vente que tu fais en bourse. Si tu es sur un courtier, une plateforme qui ne gère pas ça pour toi, tu dois la déclarer, la calculer et la faire toi-même. J'ai fait des tutos là-dessus évidemment. Il y a aussi la taxe Renders qui est un peu complexe sur certains produits investissant dans des produits de taux, sur certains fonds. Il y a aussi la taxe pour la spéculation. Par exemple, si on achète et on revend régulièrement, on peut être taxé comme un spéculateur à 33% en revenus divers. Donc là, tu es requalifié par le fisc parce qu'il dit, oui, là, vous n'êtes pas en père de famille, vous investissez, etc. en tant que spéculateur. Donc ça, c'est important. Il y a aussi évidemment le précompte mobilier. Moi, je pensais que quand tu avais des dividendes, tu étais là, ouais, revenu passif, super. Mais bien sûr que ces dividendes sont des revenus et qui sont donc taxés à 30% en Belgique et qu'il y a des conventions fiscales entre différents pays. Donc les dividendes, s'ils viennent de France, des États-Unis ou d'Allemagne ou quoi, c'est pas pareil en fait. Ils ne sont pas traités de la même manière puisqu'ils ont été faits dans un autre pays et ce pays veut souvent avoir sa part également, ou des dividendes belges qui sont taxés du coup en Belgique directement à la source, tu vois. Et donc tout ça, c'est des choses et des mécanismes qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre et qui sont plus complexes qu'il n'y paraît. Au départ, tu te dis, ah voilà, hop, j'ai vu, je prends l'application, j'achète, j'investis, ah, j'ai tout compris. Non, c'est niveau fiscal en Belgique, c'est un peu complexe et surtout, tout n'est pas forcément géré pour toi et tu dois t'y connaître un minimum ou en tout cas savoir les grandes idées et ensuite poser des questions au courtier, à ta banque ou pourquoi pas à un conseiller financier professionnel, ce que je ne suis pas. Cinquième élément, parce qu'il faut que j'accélère, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que quand tu investis en bourse en tant que Belge, tu seras seul. Notamment en Wallonie, en tout cas moi j'habite en Wallonie, peut-être qu'à Bruxelles c'est un peu différent et en Flandre aussi ils sont plus avancés en termes d'éducation financière et d'investissement et ce genre de choses-là. Mais en Belgique, en tout cas, tu te sens seul. Investir en bourse, en crypto, investir dans ce genre de choses-là, la crypto c'est encore pire, tu passes en fait pour un cinglé, tu passes pour un joueur de casino, tu passes pour quelqu'un qui fait n'importe quoi avec son argent. Alors que théoriquement, c'est censé être l'inverse, d'accord, de ceux qui laissent leur argent sur leur compte se faire bouffer par l'inflation ou qui dépensent leur argent dans des futilités. Mais pourtant, c'est un peu difficile. C'est presque plus dur que la volatilité en Belgique, c'est d'être dans une pièce où personne ne te comprend, où personne n'est dans ton délire et où tout le monde te prend pour un ovni parce que tu investis de l'argent en bourse. Et donc, finalement, tu te dis ce débat n'a pas l'air d'intéresser grand monde à table, donc je ne vais plus en parler. Et c'est comme ça que tu finis comme moi à lancer des chaînes YouTube pour chercher d'autres gens, tu vois, qui ne sont pas dans ton entourage et qui s'intéressent à l'investissement en Belgique. Donc ça, c'est important. Il faut le savoir. Si on se lance en bourse en Belgique, on se sent souvent un peu seul. Sixième élément, ce que j'aurais aimé savoir avant d'investir en bourse en Belgique, c'est que la progression est lente, très lente. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, brièvement, mais tu investis 50 euros, 100 euros, 200 euros, et puis même 200 euros par mois, ça fait 2000 euros sur l'année. Imagine, tu prends 10%, ce qui est vraiment déjà pas dégueulasse. 10% de 2000, ça fait 200 balles. Ça ne change pas ta vie, 200 euros sur l'année, tu vois. Et donc, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, surtout quand tu es à petit rythme comme ça au début comme moi, il se passe rien, quoi. Ton rendement, c'est une mouche, un moustique, tu vois, c'est un petit truc qui bouge à peine. Ton portefeuille, il évolue pas. Et malgré qu'il y ait parfois des gros pourcentages ou des grosses opportunités, en fait, il se passe rien, quoi, tu vois. Et c'est un peu comme, j'aime bien cette analogie avec un mec qui est pas musclé et qui se dit, voilà,
je vais faire du sport, je vais à la muscu. Il y va, il fait une séance de malade, il est coaché par un mec qui s'y connaît depuis 15 ans. Il rentre chez lui, il enlève son t-shirt, il se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'il voit? Rien du tout. C'est pas grave. Deuxième semaine, même chose, il fait ses entraînements, sa muscu, etc. Il rentre chez lui, il fonce devant le miroir, il enlève son t-shirt, qu'est-ce qu'il voit? Rien du tout. Est-ce que ça veut dire que ce qu'il fait n'a aucun résultat? Est-ce que ses entraînements, sa diète, ce qu'il fait n'a aucun impact sur son corps? Visuellement, il n'y a rien. Je vous mets au défi de faire la muscu pendant 3 semaines et de me dire, punaise, quel changement, regarde, je suis plus le même. Ça prend du temps. L'investissement, c'est pareil. Quelqu'un qui me dit, voilà, je me suis lancé un investissement et 3 semaines après me dit, regarde, mes résultats sont fous. Je ne le crois pas, tu vois. Ou alors, c'est que c'était vraiment sur un coup de chance ou un truc comme ça arrive. Mais de manière générale, ça prend du temps. C'est le principe d'un investissement. On investit sur quelque chose et on pense que ça va prendre plus tard. On investit aussi sur des choses qui sont réelles. Par exemple, je sais pas moi, j'achète des actions Apple parce que j'ai la conviction qu'Apple vendra plus d'iPhone plus tard. Ben voilà, il leur faut du temps en fait, d'accord? Tu as acheté des actions aujourd'hui, demain ils n'ont pas vendu, enfin tu vois, il ne s'est rien passé dans le monde physique et réel qui justifie forcément que ça soit augmenté ou diminué. Et donc il faudra peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils investissent dans l'IA, ils embauchent du personnel, ils font de la recherche et développement, ils sortent un nouveau produit, etc. etc. Et c'est là que l'investissement prend forme sur plusieurs années. Donc ce que j'aurais voulu savoir, c'est que ça prend du temps. Et tu t'en rends pas compte jusqu'au moment où tu t'es lancé et que tu vois qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose, notamment au début. 7e chose que j'aurais voulu absolument savoir en tant qu'investisseur belge, c'est le doute. Le doute est permanent. Ça rejoint mon idée de solitude où en fait, il y a des moments où tu dis, punaise, est-ce que ça sert à quelque chose? Je suis là, il y a des potes, ils sortent, ils s'amusent. Moi, je suis en train de mettre ça en investissement. Et je ne sais même pas si ça va marcher puisqu'il n'y a aucun rendement garanti, on me l'a dit 40 000 fois. Et donc, je pourrais même perdre de l'argent au final et je passe mon temps à le faire, à y croire alors que je ne sais pas où je vais. D'accord? Je ne sais pas si ça aura marché. Et évidemment que quand on se forme et quand on étudie le sujet, quand on est un peu passionné, on se dit bah oui, il y a quand même un moment où on va dans une direction, on est censé y arriver. Les plus gros fonds d'investissement du monde et les plus riches du monde font ça. Donc, est-ce qu'ils vont laisser ce système chuter indéfiniment? Je ne sais pas, tu vois, mais ça peut prendre très longtemps. Et du coup, les doutes s'installent. Et comme en Belgique, c'est très peu démocratisé pour le moment, tu n'as personne avec qui en parler. Et donc, tes doutes, tu les gardes pour toi-même, tu vois. Si tu achètes une maison, parce qu'en Belgique, l'immobilier, c'est sacré, là, tout le monde sera de ton côté. Tout le monde sera là, waouh, t'as acheté une maison, ouais, mais attends, les travaux, tu peux faire ça, mais attends, je vais venir sur chantier TD, machin. Il y a directement du monde autour, tu vois. Par contre, quand tu fais un investissement en bourse, là, il y a plus personne. Et ça crée aussi du doute. Et le doute devient ton compagnon, où tu te lèves le matin et tu ne sais pas où tu vas. Et les règles, l'évolution, la fiscalité, la stabilité aussi autour de tout ça, te fait des doutes et te fait douter de ton système. C'est là que la discipline entre en jeu. Numéro 8, on avance. Numéro 8, j'aurais aimé savoir que vendre est beaucoup plus difficile qu'acheter. C'est un truc de malade, d'accord? Déjà, moi, j'investis sur le long terme, donc je vends rarement. Et au début, j'investissais, j'achetais, d'accord? Mais pas dans le but de vendre, puisque j'investis et j'ai pas envie de vendre, je vends dans longtemps. Gestion en bon père de famille. Et en plus, en Belgique, c'est plus taxé si tu fais de l'achat-revente. Donc moi, je suis parti en bon père de famille, classique, clair, net. Les années passent et je me dis à un moment, tel truc a bien monté, j'ai eu un enfant entre-temps, bon, il fallait acheter un parc, un lit, etc. Tu as une prime de naissance en Belgique, mais voilà, j'avais besoin d'un peu plus de sous. Et je me dis, ce ne serait pas le moment quand même, un minimum, de revendre quelque chose. C'est clairement de la gestion en bon père de famille, donc je revends mon truc des années plus tard. Et cette décision était compliquée, tu vois, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que machin? Est-ce que j'attends encore? Est-ce que maintenant? Et puis, je fais quoi, bazar? Et puis finalement, je vends, c'était une action. Et cette action a repris 6 mois plus tard, parce que je vais revoir l'action, elle était beaucoup plus chère. Et cette action que j'avais achetée, elle coûtait à peu près 500 € dans mon souvenir et elle était montée à 600, 700, tu vois. Donc, c'était pas ridicule, 200 € de bénéfice par action. Je la revends et en allant la revoir plus tard, je me rends compte qu'elle était remontée à 800. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, je me dis, je vais pas en racheter du coup. C'est une entreprise que j'aime bien, que j'ai suivie pendant longtemps. C'est une entreprise où je connais un peu les comptes annuels. J'avais déjà été voir tout ça, tu vois, parce que je faisais de l'analyse et compagnie. Mais je l'ai plus en portefeuille, cette entreprise. Je l'avais acheté 400, 500, je l'ai vendu 700. Elle vaut maintenant 800. Je la rachète à 800 en l'ayant vendu et en ayant pris ma plus-value à 700. C'est compliqué, tu vois. J'ai pas de réponse ici, hein. Mais c'est plus compliqué de vendre que d'acheter, j'ai l'impression, tu vois. Et les ventes
pose beaucoup de questions et tu es un peu surpris au moment où tu fais tes premières ventes de te dire tiens, comment ça se passe. Surtout qu'en Belgique, il y a cette histoire de gestion de bon père de famille et cette épée de Damoclès de la spéculation qui peut dire voilà, là, on va te requalifier en tant que spéculateur parce que ta plus-value est spéculative. Donc ça, c'est aussi, ça fait un peu peur à la revente. Donc tu te poses des questions, sans parler des taxes des plus-values qui sont mises en place pour 2026 apparemment. Alors où je tourne cette vidéo, peut-être en avance, j'ai pas toutes les infos donc je la prends pas spécialement en compte, mais il y a ça aussi, cette question de comment je serai taxé au moment où je revends. Si je revends en 2030, en 2040, quelles seront les taxes à ce moment-là? Donc psychologiquement, j'étais pas forcément préparé à ça. Mais j'espère que tu te prépareras. Numéro 9, il nous en reste que 3. J'aurais aimé savoir que les petites erreurs coûtent cher. Les petits frais accumulés. Tu vois, moi je pensais que il fallait vraiment se dire, voilà, quelle connerie, j'ai perdu 2000 balles là-dessus, machin, enfin, je suis nul, tu vois, ou alors, ouais, j'aurais dû vendre avant, ou après, j'aurais gagné plus. Tu vois, je m'attendais vraiment à des gros trucs comme ça. Alors qu'en vérité, l'argent qu'on perd le plus, c'est sur des petites sommes et sur un effet cumulé. En fait, si tu as suivi mes vidéos, tu sais que les intérêts composés font que sur le très long terme, ce qui compte le plus, c'est des petits rendements qui ramènent des petits rendements, qui ramènent des petits rendements et un effet boule de neige et qu'à la fin, ça fait un gros impact. Eh bien, en fait, j'aurais aimé qu'on me dise que ça fonctionne dans les deux sens. Qu'en fait, de l'autre côté, là aussi, il y a un effet cumulé en fait. Là aussi, il y a un effet boule de neige où tes petits frais, tes petites TOB, tes petits machins, tes petites erreurs de débutants, si tu ne les règles pas, elles s'accumulent et elles prennent de plus en plus de poids et sur les années, ça peut devenir énorme. Les frais de courtage ou les frais de gestion, si on prend des fonds, etc. bancaires, on peut en prendre, mais il faut avoir conscience que ces frais vont nous grignoter du rendement. Les frais annuels sur certains ETF, je vérifiais pas assez les documents au début et donc j'avais pris des ETF avec des frais énormes. Ils peuvent être bien dans certains scénarios, mais dans d'autres scénarios, peut-être qu'à valeur égale et à critères égaux, on va dire, tu préfères un autre qui va avoir moins de frais. Il y a aussi la taxe TOB qui est plus élevée ou plus faible à certains niveaux. Il y a aussi différents produits qui sont plus ou moins taxés. Mais il n'y a pas que les taxes, il y a aussi les dividendes, confondre le brut et le net. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça, des petites erreurs qui, mises bout à bout et surtout sur la longue durée, si on ne les règle pas, peuvent faire très mal. 10e principe que j'aurais voulu savoir, c'est que cet effet boule de neige dont je viens de parler, eh bien, il met du temps à se mettre, d'accord? Quand tu fais une boule de neige, c'est vraiment, la métaphore est excellente. C'est l'hiver, il y a de la neige dans le jardin, tu vas avec ton gosse faire un bonhomme de neige, tu prends une boule comme ça et tu commences à la rouler et tu la roules comme ça, tu vois, tu sais faire un bonhomme de neige et tu te rends compte qu'au début tu es là et tu passes pas mal de temps et la boule, elle grossit pas quoi, ça prend quand même du temps. Et une fois qu'elle commence à avoir une taille, tu vois, une fameuse taille, là quand tu la roules, elle ramasse beaucoup plus de neige et donc là, elle grossit proportionnellement beaucoup plus vite. C'est mathématique, c'est logique, c'est physique. Eh bien, cet effet boule de neige, cet effet d'intérêt composé où tu vois les graphiques là qui montent en vertical et qui explosent, ça existe, c'est possible, d'accord? Et c'est pas garanti, mais c'est possible, mais ça arrive tard. Il y a une longue traversée du désert. J'en ai parlé tout à l'heure, mais j'aimerais réappuyer dessus. Pendant plusieurs années, ton portefeuille, il se passe pas grand-chose. Et il faut vraiment du temps pour que cet effet boule de neige se mette en place et que tu commences à le ressentir. Numéro 11, j'aurais aimé savoir que cette fameuse histoire de la gestion en bon père de famille est simple mais exigeante. Dans le sens où je suis investisseur en bon père de famille, c'est mon choix et donc mes vidéos sont naturellement orientées vers ça. Il y en a d'autres, ils sont traders, il y en a, ils sont professionnels, etc. Ce n'est pas mon cas. Et dans ma tête, investir de manière plus ou moins passive, semi-passive dans mon cas, eh bien voilà, ce serait assez simple, etc. Et ça va prendre du temps et tout. Disclaimer, aucun conseil. C'est pas aussi simple que ça en fait. C'est pas aussi simple que ça l'investissement passif, bon père de famille, machin. Il faut énormément de patience, il faut énormément de mental, il faut de la cohérence, de la consistance sur la durée et continuer de le faire. Combien j'en connais qui ont commencé à investir pendant 6 mois, 1 an et qui après ils ont pu investir pendant 1 an, 2 ans et qui reviennent ensuite en disant ouais mince, je vais m'y remettre, etc. C'est comme dans toute discipline, on parlait de sport tout à l'heure, c'est pareil, le mec il va à la salle pendant 3 semaines, puis il va plus pendant 1 mois et puis il y revient pendant 1 semaine. C'est la même idée, tu vois. Donc, simple à comprendre, la gestion passive, pas si facile à appliquer et à tenir sur le long terme. Surtout pour quelqu'un comme moi qui est plutôt passionné d'investissement, j'en ai fait une chaîne YouTube et qui finalement se disait, moi je m'y reconnais moins dans la gestion passive en me disant voilà, investir et ne rien faire, c'est moins mon dada, tu vois. Je suis prêt à prendre plus de risques et quitte à perdre de l'argent par rapport à quelqu'un qui est 100% passif. Mais voilà, ça c'est encore une fois aucun conseil, c'est ma réflexion personnelle et je comprends et j'admire ceux qui font de la gestion passive à 100%. Je comprends aussi ceux qui font uniquement de la gestion active et qui n'ont aucune version passive de leur portefeuille. C'est d'ailleurs quelque chose qui se faisait beaucoup avant et donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je respecte chacune des stratégies, je parle toujours personnellement. Passons au numéro 12, la dernière.
Ce que j'aurais aimé savoir en tant qu'investisseur en bourse en Belgique, c'est que la Belgique n'est pas un frein ou un handicap, c'est une spécificité. Et ça peut même être une force par rapport à d'autres personnes. Par exemple, je te parlais de PEA, etc. en France et de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est dédié aux spectateurs français par excellence. Et que moi, en tant que Belge, je m'y retrouvais pas. J'étais là, ouais, ok, ces vidéos, elles me concernent moins, tu vois. Et bien finalement, c'est une force, puisque tu vas sur des trucs qui sont un peu moins connus et tu découvres une complexité et des avantages que d'autres n'ont pas. Par exemple, ce fameux PEA en France fait qu'ils sont obligés de prendre certains produits, notamment des ETF synthétiques, des actions européennes, etc. Machin. Ils ont des freins qu'on n'a pas en Belgique, puisqu'on est tous sur compte titre. Il n'y a pas cette fameuse enveloppe fiscale. Et j'en vois certains en commentaire de mes vidéos qui disent « ce serait cool d'avoir une enveloppe fiscale comme les Français et le PEA ». Ben ça dépend en fait, parce que nous, on a quand même une certaine liberté avec un compte titre ordinaire et la possibilité d'investir sur tout ce qu'on veut à travers le monde en entier. Cette ouverture possible et de détenir directement des actions américaines facilement, c'est une spécificité et une chose en Belgique qui peut être intéressante. La complexité fiscale belge permet aussi certaines optimisations et certains trous et certains compromis qui sont possibles. Et il y a des choses qui peuvent être intéressantes chez nous. Par exemple, le fait qu'il y avait une absence de taxes sur les plus-values pour la gestion en bon père de famille. Normalement, en 2026, ça change, mais la taxe serait uniquement de 10%, ce qui est encore moins que ce qu'il y a dans le fameux PEA en France pour les Français. Tu vois. Donc, en fonction des pays, les systèmes sont différents. Il faut apprendre les règles du jeu national et essayer d'en tirer profit, de se dire bah, tiens, qu'est-ce qui serait bénéfique pour moi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez moi, différemment des autres. Bref, voilà un petit peu en vrac toutes des choses que j'aurais aimé me dire à moi-même si j'avais une machine à remonter le temps, si je pouvais me retrouver moi il y a 5, 6, 7 ans, tu vois, jeune marié qui venait d'acheter sa maison, qui avait un peu de cash à investir et je me serais dit bah tiens mec, sache ces choses-là. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, c'est la meilleure manière de me soutenir, donc je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.